Bonjour et bienvenue à tous. La région mystérieuse de la Transylvanie a donné naissance à bon nombre de personnages de légende. En voici un, Elisabeth Báthory, celle qu'on appelle la comtesse Dracula. De son enfance dans la noblesse hongroise aux meurtres et tortures de jeunes filles, partons découvrir cette femme pleine de mystères. C'est parti. Elisabeth Báthory voit le jour le 7 août 1560, à Nyírbátor en Hongrie. Elle est issue d'une des familles les plus nobles du pays. Elle est l'aînée des 4 enfants qu'aura sa mère, Anna Báthory. Son oncle maternel, Étienne, est roi de Pologne et duc de Hongrie, et son oncle paternel est gouverneur de Transylvanie. Elisabeth passe sa jeune enfance au château d'Ecsed, en Hongrie, entourée de sa famille dans la religion protestante et menant le train de vie d'une famille bourgeoise, ne manquant de rien. Elle est promise au mariage à Ferenc Nadasdy, descendant du baron Nadasdy, et de la comtesse Orsolya. Comme le veut la tradition, elle part vivre chez ses beaux-parents à l'âge de 11 ans et s'installe au château de Charvár. Elle montre déjà les premiers signes de santé mentale instable. Elle est prise de crises de nerfs étranges, de crises d'hystérie et atteinte d'épilepsie suivie de périodes de mutisme pendant lesquelles elle est capable de ne plus dire un seul mot pendant plusieurs jours. Il faut dire que du côté maternel, on compte un bon nombre de personnages aliénés, pervers ou sadiques, sûrement dû à des unions consanguines. Elle est alors élevée et préparée à devenir une épouse modèle par sa belle-mère, qui lui impose un rythme de vie très strict, très encadré par la religion, où aucun excès ni plaisir n'est autorisé dans un château froid et sinistre. Devenue adolescente, on raconte qu'elle aurait eu une aventure avec un paysan du coin, avant même d'être mariée. À tout juste 15 ans, elle aurait donné naissance à une petite fille qui serait morte peu après, ou donnée en adoption à des paysans locaux. On ne sait pas vraiment ce qu'il est arrivé à cet enfant, les théories se contredisent. On raconte même qu'Élisabeth aurait tué sa fille. Le mariage est maintenu malgré le scandale, car la famille d'Élisabeth, bien plus puissante et riche que celle de son fiancé, devait apporter de nombreux avantages. Une fois la rumeur tassée, Élisabeth se marie à Ferenc Nadasdy, devenu général hongrois, commandeur des armées au service des Habsbourg. On l'appelle d'ailleurs le Chevalier Noir, pour sa violence et sa cruauté envers les ennemis. En guise de cadeau de mariage, on lui offre le château de Kástis, ancienne demeure de l'empereur Rodolphe II du Saint-Empire. Le couple s'entend bien, Élisabeth tient son rôle de maîtresse de maison lors des déplacements de son mari. Engagé dans la guerre contre les Turcs, il est peu présent et en 10 ans de mariage, ils n'auront pas d'enfants. À partir de 1585, elle donne naissance à Anna, Orsolya, Andrei, Katarina et Pál. Malheureusement, Orsolya et Andrei n'atteindront pas l'âge adulte. C'est une mère aimante, proche de ses enfants. Elisabeth se distingue dans son milieu par son amour des belles choses. Elle apprécie l'art. Elle est cultivée et parle 6 langues. D'origine noble, elle vient en aide aux déshérités. En somme, le portrait parfait de la femme de bonne société de l'époque. Mais il semble qu'elle fasse déjà preuve d'un certain sadisme sur ses domestiques, prenant plaisir à les voir souffrir. Elle ne s'en prend qu'aux femmes, les battant, les privant de nourriture et les laissant dans le froid glacial de la région transylvanienne, pour le moindre motif de mécontentement. Il semble également que pendant ces longues absences de son mari, Elisabeth n'hésite pas à prendre des amants, de tout rang, on parle même de relations homosexuelles ou bisexuelles. Mais cette période faste va brutalement prendre fin avec la mort de Ferenc Nadasdy, âgé de 47 ans. On ne sait pas de quoi il est mort car plusieurs hypothèses s'affrontent. On parle d'une blessure de guerre mal soignée, d'un assassinat commandité par un rival, ou même d'un meurtre crapuleux commis par une prostituée après un rapport sexuel. Autant dire que tout ça reste mystérieux. Il semble que tout au long du mariage, le comte ait soit réussi à contenir l'appétit sadique de sa femme, soit en limiter la portée qui ont donné naissance par la suite aux rumeurs. La mort de son mari n'est que le début de la descente aux enfers pour Elisabeth. Depuis 2 ans, le pasteur István Magyari demande à la cour de Vienne son emprisonnement suite à de nombreuses rumeurs courant sur elle. En 1610, l'empereur Matthias Ier du Saint-Empire diligente une enquête chargée de faire la lumière sur tout ça. On raconte que la comtesse démarchait de jeunes filles, toujours belles et fraîches, avec de fausses promesses d'embauche à son service. Une fois la jeune fille appâtée, celle-ci était assassinée. Les enquêteurs entendent près de 300 témoignages qu'ils jugent plutôt concordants. Les victimes auraient été torturées, affamées, brûlées, mutilées sur le visage, les mains et les parties génitales. On parle également de morsures diverses, de trous dans le cou, de longues expositions des corps à l'eau froide ou d'aiguilles retrouvées dans le corps des malheureuses.
Ce qui est sûr, c'est que si Élisabeth a commis ces crimes, elle n'a pas pu le faire toute seule. On pense donc qu'elle a des complices parmi son personnel, et en particulier sa nourrice qui aurait été chargée de trouver les jeunes filles et qui lui aurait enseigné des rites occultes. On ignore le nombre exact de ses victimes, l'enquête prouve 37 meurtres, mais certains accusés affirment qu'il y aurait entre 50 et 100 victimes. Quant au personnel du château, il parle de plus de 200 victimes. On raconte même qu'Élisabeth possédait un carnet sur lequel elle aurait inscrit plus de 650 noms, mais celui-ci reste introuvable. Mais la plupart de ces confidences ont été faites sous la torture, donc difficilement fiables. Le 29 septembre 1610, Élisabeth est arrêtée avec 4 de ses complices supposés. Ceux-ci sont envoyés de suite en prison en attente du procès, pendant qu'Élisabeth bénéficie par son statut de comtesse d'une simple assignation à résidence. Le 2 avril 1611, le procès s'ouvre enfin. 2 de ses complices sont reconnus coupables et sont exécutés par la suite. 2 de ses servantes se voient couper les doigts avant d'être brûlées vives. Une autre est décapitée avant d'être jetée au bûcher et une dernière est emprisonnée à vie. Quant à Élisabeth, qui ne s'est même pas déplacée pour assister à son procès, elle est condamnée à une assignation à vie dans une seule pièce de son château. La peine a été négociée dans les mois qui ont précédé le procès. Élisabeth Bathory décède en 1614 à l'âge de 54 ans dans son château, emmurée dans une seule pièce, avec pour seul lien sur l'extérieur une fente qui permettait de lui donner ses repas. Si l'on considère, comme les juges à l'époque, qu'Élisabeth est bien coupable de ces crimes, mais alors quel était son mobile ? Quels traumatismes l'ont conduit jusqu'au chemin de l'horreur ? Là encore, plusieurs thèses s'affrontent, et la comtesse s'est éteinte, emportant ses secrets avec elle. On peut imaginer que la perte de sa première fille, engendrée avec un homme de rang inférieur, peut-être même faisant suite à un viol, l'ait traumatisée au point de s'attaquer ensuite à des jeunes adolescentes qui avaient à peu près le même profil qu'elle à l'époque de cette grossesse. Puis, on peut légitimement déduire que par le passé psychologique et consanguin de sa généalogie, Élisabeth est héritée des tares psychologiques de ses ancêtres. Son oncle, Étienne Bathory, roi de Pologne, l'emmenait avec lui sur les champs de bataille et torturait ses ennemis devant elle. Une de ses tantes, se croyant sorcière, lui aurait appris des rites occultes. Elle avait également une peur panique de vieillir. Si l'on ajoute à cela d'autres dérives psychologiques comme la nymphomanie excessive, cela pourrait expliquer cette recherche effrénée de victimes jeunes à torturer pour assouvir son besoin de jeunesse. Une autre thèse affirme que c'était l'occasion de faire tomber la comtesse d'un point de vue politique. Il semble qu'Élisabeth aurait eu des ambitions bien plus grandes que de gérer son seul domaine. Membre d'une famille très puissante, il aurait été difficile de la freiner, sans devoir rendre des comptes à la couronne en personne. Grâce à cette affaire, on faisait d'une pierre deux coups. D'un côté, on fait tomber une femme puissante, et de l'autre, on ne se met pas à dos la famille de celle-ci ainsi que la royauté. Il est également possible que tous ces crimes aient été inventés de toutes pièces pour la faire tomber. À une époque où les États et pays de l'Est se battaient pour leur indépendance face au très puissant Saint-Empire germanique, on peut comprendre qu'elle soit devenue gênante. Certains serviteurs de la comtesse parlent d'un visiteur étrange au château en 1586, Cadaverius le Corpus. Cet homme, tout de noir vêtu et au teint cadavérique, a effrayé les serviteurs sur son passage. Parti aussi vite qu'il était arrivé, on dit que c'est le serviteur du diable, et que ce n'est qu'après son passage que la comtesse ait changé de comportement. Elle commence alors à rester enfermée dans son château, faisant preuve de plus en plus de violence envers son personnel. À l'époque, on a également essayé d'expliquer ces crimes de façon très simple. C'est une femme. Avec ses humeurs, ses vices, elle était forcément devenue folle après la mort de son mari. C'est bien connu, nous les femmes sommes des êtres incontrôlables qui ont besoin d'être cadrés par un homme. Bienvenue à Matcholand. Le côté mystérieux de cette histoire, dans un siècle où les légendes se greffent vite à des faits réels ou à des rumeurs, va faire d'Élisabeth un personnage monstrueux. Selon la légende, un jour elle aurait frappé une de ses domestiques, la faisant saigner. Élisabeth aurait reçu de son sang en plein visage et remarqué alors que sa peau se trouvait plus belle et plus jeune à cet endroit. C'est ainsi qu'aurait commencé son épopée meurtrière. On dit qu'une fois ses victimes tuées, la comtesse prenait des bains de leur sang dans le but de conserver beauté et jeunesse éternelle. Bien qu'il n'y ait eu aucune preuve à ce sujet, cela n'avait même pas été évoqué au procès, les légendes noires vont la rendre célèbre sous le nom de comtesse sanglante ou comtesse Dracula. On raconte dans la région que depuis l'enfance, Élisabeth était d'une incroyable beauté. Mais arrivée à l'âge adulte, elle arborait un teint très pâle et sa beauté était devenue à la fois troublante et effrayante, n'étant pas atteinte par les ravages du temps. Le personnel qui s'occupera de l'inhumer sera là encore frappé par son exceptionnelle beauté.
Alors, fiction ou réalité? Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie et d'avoir suivi l'épopée sanglante et meurtrière d'Elisabeth Báthory. Pour ma part, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à très vite pour un autre personnage oublié.